De retour dans la même grotte où le jeune orphelin avait été vu pour la dernière fois avec Seth, nous voyons maintenant un trône présent au fond de la grotte alors qu'une figure est assise dessus. Seth était là, buvant une coupe de vin, parlant de la manière dont ce n'était pas suffisant, tandis qu'un corbeau était présent sur la table à côté de lui. Il réfléchissait à la façon dont l'approvisionnement en humains n'était pas suffisant, ce qui le faisait se demander s'il devait élever des humains comme des animaux, les transformant en bétail et créant une organisation. Ce n'était plus Seth du clan des Baskerville, mais plutôt Andromalius, le 10e cadavre appartenant aux 10 élites démoniaques. En regardant le corbeau aux multiples yeux jaunes et rouges sur la table à côté de lui, il demande ce qu'il en pense et appelle le corbeau 8. Il s'avère que le petit corbeau avec ses yeux effrayants était en fait le 8e démon des 10 élites démoniaques. Il dit à Andromalius qu'il était contre son idée car il savait que si les choses s'aggravaient, la possibilité que les humains apprennent leur existence augmenterait. Le 8e démon pouvait également voir qu'Andromalius ne mangeait que des enfants, alors il le met en garde de faire attention à ne pas laisser échapper d'odeur car les chiens des Baskerville avaient un bon sens de l'odorat. Il s'avère qu'Andromalius avait mangé une énorme quantité d'enfants, car de petits crânes et des squelettes les entouraient dans la grotte. Après avoir entendu la réponse du 8e démon, Andromalius n'aimait pas ses reproches, mais il lui assurait de ne pas s'inquiéter car il avait piégé l'entrée de la grotte pour qu'il ne puisse pas y entrer. Andromalius informe ensuite le 8e démon qu'à leur rythme actuel, pour rassembler suffisamment de pouvoir magique pour ouvrir la porte, il devrait sucer le sang humain pendant encore 12 ans et demi. Entendant la plainte, le 8e démon met en garde Andromalius de ne pas déclencher quelque chose qui mériterait l'attention des êtres humains. Le 8e démon lui demande s'il y avait autre chose en cours au sein du clan des Baskerville. Andromalius marqua une pause pendant un moment avant de répondre par la négative. Il dit au 8e démon qu'il allait bien et qu'il devait juste faire de même avec le clan Mork. Entendant qu'il n'y avait rien de nouveau, le 8e démon rappela à Andromalius qu'ils étaient les 10 cadavres d'élite et qu'ils devaient simplement se concentrer sur l'ouverture des portes qui mèneraient à la chute, car ils étaient les liens entre les royaumes humains et démoniaques, après tout. Avant de se dissoudre en un liquide noir, le 8e démon laissa à Andromalius ces dernières paroles, tout cela est pour la chute des humains dans les 10 cadavres d'élite. En regardant le liquide noir laissé derrière lui, Andromalius prit une autre gorgée de sa boisson faite de sang humain, révélant le fait qu'il ne pouvait pas rapporter que Hugo était devenu un idiot à cause de sa petite fille, et que pour affaiblir les Baskerville qui représentaient une menace pour leur plan, ils avaient besoin que Hugo maintienne sa froideur. Andromalius avait besoin qu'Hugo continue de traiter les jeunes Baskerville comme des produits périssables afin de ne pas causer de problèmes lorsqu'il les prendrait. Se levant de son trône, il réfléchit à la façon dont cela ne perturberait pas le plan, mais il n'était pas sûr que les choses se passent bien. Andromalius savait que toute la faute revenait à un certain bâtard, Vikir van Baskerville, l'homme, le mythe, la légende. Andromalius se souvint de comment cet homme agaçant avait survécu lorsque le serpent venimeux avait été relâché quand il était plus jeune. Il pensa même à quel point c'était génial quand il mourut dans la forêt, mais au lieu de cela, Vikir était revenu avec la petite fille de Hugo. En mordant son pouce, Andromalius devint agacé par tout le travail qu'il avait fait auparavant pour détruire Hugo. Laissé ses émotions prendre le dessus, Andromalius décida à partir de ce moment-là qu'il serait bon pour lui de se débarrasser du problème. Nous changeons maintenant de scène pour voir qu'Hugo et Vikir marchaient côte à côte dans un couloir. Alors qu'ils continuaient à avancer ensemble, Vikir se mit à penser silencieusement à lui-même. Jetant un coup d'œil à Hugo, il se rappela qu'Hugo l'avait convoqué et qu'il marchait en silence depuis les 5 dernières minutes, ce qui lui fit se poser la question, pourquoi Hugo l'avait-il soudainement convoqué ? En observant l'état actuel d'Hugo, Vikir pouvait voir qu'il était plein de failles et que c'était une chance qui ne se représenterait pas. C'était le moment parfait pour tuer Hugo, mais Vikir ferma les yeux à la place. Car si c'était l'ancien lui, alors ses pensées auraient été les siennes, mais l'actuel lui est différent. Hugo prit alors la parole, disant à Vikir qu'honnêtement, il savait qu'il le détestait, ce qui surprit immédiatement Vikir. Il pensa qu'Hugo avait senti son intention meurtrière, mais Hugo expliqua ensuite qu'il était un père qui qualifiait ses fils de chiens de chasse et les avait tous placés dans des situations dangereuses, ce qui le faisait penser que ses fils le méprisaient toujours. Il mentionna également le fait qu'il avait été cruel envers Vikir depuis qu'il était jeune, même s'il faisait toujours tout bien. Il commença donc à penser que sa haine envers lui était quelque chose qu'il devait endurer en tant que père. Hugo continua à expliquer que tout cela était dû à sa vengeance envers les barbares. C'était son imprudence à ne savoir vivre qu'en affichant de la haine et de la colère tout le temps. Vikir continua à être choqué par ce qui se passait. Il savait qu'il n'y avait aucune chance qu'Hugo parle mal de lui-même, et pourtant le voilà, confessant tout ce qu'il ressentait comme s'il testait Vikir.
Je suis désolé, dit Hugo à Vikir, dont les yeux s'illuminèrent immédiatement en entendant ces mots de cet homme. Avec la tête baissée et face à Vikir, Hugo lui dit « Merci beaucoup ». Hugo révèle qu'il avait entendu de Pomerian que sa précieuse Pénélope était heureuse jusqu'à la fin. Sachant que sa précieuse fille était heureuse lors de ses derniers instants, le cœur lourd d'Hugo s'allégea un peu. Il se sentit comme sauvé alors qu'une image de sa famille heureuse traversait son esprit. Ainsi, Hugo s'incline devant Vikir pour la première fois de l'histoire. Il remercie le garçon de lui avoir amené Pomerian et souhaite lui donner tout ce qu'il veut en échange. Il voulait que la récompense ne soit pas celle d'un chien de chasse, mais un cadeau de remerciement. Mais alors qu'il prononce ces mots, l'expression de Vikir devient sombre. Il commence à penser qu'il avait eu une vague suspicion depuis qu'il avait régressé. Il se souvient de la mémoire passée quand il était plus jeune et qu'Hugo l'avait encouragé à bien faire lors de l'évaluation intérimaire, et comment, pendant l'examen, il avait ordonné un arrêt au cas où cela serait dangereux pour Vikir. Même après avoir été blessé, Hugo avait montré de l'inquiétude en disant à Vikir de considérer la blessure comme une leçon. Même maintenant, il l'appelait « fils » et croyait en lui. Ainsi, Vikir se demande si le Hugo devant lui est différent de celui qu'il connaît. Il réalise que le Hugo froid pourrait ne même plus exister, ce qui était étrange après qu'il ait régressé, mais à cause de cela, notre garçon était confus sur sa vie. Pendant les 17 dernières années, il n'avait pensé qu'à la vengeance, mais maintenant il était capable de pardonner à Hugo. La personne qui l'a piégé pourrait ne pas avoir été Hugo, mais la personne qui a ordonné son exécution et ne lui faisait pas confiance était définitivement Hugo. Entre la vengeance et le pardon, quel choix Vikir fera-t-il alors qu'il fixe le Hugo actuel? Avant de décider de cela, Vikir devait d'abord faire quelque chose d'autre, alors il dit au patriarche de relever la tête et lui demande ce qu'Hugo a dit à propos de sa récompense étant tout ce qu'il voulait. Hugo lève les yeux et confirme que c'est vrai, et donc Vikir décide de sa récompense, croyant qu'après cela il déciderait quoi faire avec Hugo. Nous nous tournons maintenant vers le démon attachant les cheveux de Pomerian dans la cour. Andromalius lui demande si c'était génial d'être dans le clan des Baskerville. Pomerian lui dit joyeusement que puisque l'oncle Vikir était là ainsi que grand-père Hugo et oncle Osiris, mais alors Andromalius lui demande pourquoi elle n'a pas mentionné son nom et veut savoir si elle connaissait son nom, ce qui la fait réfléchir pendant un moment. Après un bref instant, Pomerian l'appelle oncle Seth. Un serviteur apparaît derrière eux rappelant à Seth qu'il n'a pas commencé son entraînement isolé. Il se tourne vers le serviteur en expliquant qu'il voulait voir sa nièce avant de commencer, mais le serviteur lui rappelle que le patriarche a ordonné à personne de s'approcher de Pomerian. Mais Seth ignore ses ordres en disant qu'il était au courant mais voulait que cela reste un secret entre lui et Pomerian, qui accepte joyeusement de le garder secret entre eux. Alors qu'il continue à toucher les cheveux de Pomerian, il ne peut s'empêcher de commenter à quel point c'est joli, ce qui le fait se rappeler de sœur Pénélope. Mais ce commentaire attire l'attention du serviteur qui interroge Seth sur la façon dont il a pu rencontrer mademoiselle Pénélope avant, étant donné qu'elle est sûre qu'il n'était même pas né à cette époque. Ces questions font remuer Seth un moment, réalisant qu'il a fait une erreur. Seth révèle sa véritable forme en tant qu'Andromalius, faisant apparaître le côté démoniaque à l'arrière de sa tête tandis qu'il dit à la nourrice que son père la cherche. La nourrice ne peut que rester debout de peur alors que ses yeux commencent à se remplir de larmes en faisant face au puissant démon, laissant échapper un cri. Pomerian commence à se retourner en l'entendant, mais elle remarque ensuite que la nourrice a disparu, pendant qu'Andromalius est occupé à dévorer la nourrice. Seth explique à Pomerian qu'elle avait quelque chose d'urgent à faire. Il lui demande alors si elle aime grand-papa Hugo, à quoi elle répond joyeusement oui. Seth sait également que Hugo aime beaucoup Pomerian, alors qu'il se souvient avec un regard sinistre sur son visage à quel point Pomerian ressemble vraiment à la femme et à la fille décédée de Hugo. Avec ses mains tendues cette fois-ci formant une bouche avec plusieurs dents acérées entre elles, il tend la main vers notre doux petit ange, se demandant combien cela détruirait Hugo s'il tuait Pomerian ici et maintenant. Mais avant qu'il ne puisse mordre Pomerian, une voix appelle Seth. C'était Osiris apparaissant au bon moment, il interroge Seth sur l'endroit où se trouve la nourrice et pourquoi il est ici. Seth est agacé et cache rapidement sa forme démoniaque, alors que Pomerian salue joyeusement Osiris. Seth explique que la nourrice n'était pas là quand il est arrivé, donc il a décidé de veiller sur Pomerian qui était seul. Acceptant son explication, Osiris met en garde Seth que Hugo sera furieux s'il apprend cela et qu'il vaudrait mieux qu'il garde cela secret pour lui. Il lui dit ensuite qu'il devrait retourner à son entraînement isolé maintenant. Seth répond avec un sourire sur son visage qu'il recommencera la semaine prochaine, mais dans ses pensées, il jure qu'un jour il tuera Osiris. Osiris le fixe un moment avant de poser sa main sur le bras de Seth,
révélant qu'il était inquiet du fait qu'il se poussait trop et informant Seth que s'il avait besoin d'aide, il pouvait venir le trouver à tout moment. Mais l'attention de Seth était attirée vers la main d'Osiris posée sur son bras, son visage se remplit instantanément d'agacement en entendant qu'Osiris était inquiet pour lui. Il se souvient que c'était à cause de lui qu'il était sous pression de leur père Hugo et que c'était parce qu'il était comparé à Osiris, qui était un génie. Seth savait que si lui-même n'existait pas, la vie aurait été beaucoup plus douce pour lui. Plongé dans sa tristesse, Osiris appelle Seth, ce qui le ramène à la réalité. Andromalius commence à paniquer alors qu'il se frappe le visage de sa main, puis se retourne immédiatement pour partir, déclarant que puisqu'Osiris est là maintenant, il devrait partir. Mais en vérité, il avait confondu ses propres souvenirs avec ceux de Seth. Osiris ne peut que fixer son jeune frère alors qu'il part, avant de laisser échapper un profond soupir, attirant l'attention de Pomerien. Il lui révèle que c'était la première fois qu'il avait dit à Seth à quel point il était inquiet pour lui. En tant que vice-patriarche, il était évident qu'Osiris devait être comme Hugo, un homme sans pitié. C'était ainsi qu'il avait été éduqué. Il avait grandi en fixant le dos sans cœur de son père, mais alors quelque chose s'était passé pour la première fois de sa vie, il vit que son père était capable d'exprimer ses émotions, ce qui pose la question dans l'esprit d'Osiris, sera-t-il capable de vivre en exprimant ces mêmes émotions maladroites qui existent en lui-même? Alors qu'il touche la tête de Pomerien, il la remercie, car tous ces changements sont survenus parce qu'elle est revenue dans le clan des Baskerville. De retour dans la cachette de la grotte, Seth frappait rapidement du pied sur le sol, il se mordit à nouveau le pouce, commentant à voix haute à quel point quelque chose était ennuyeux. Depuis ce jour de rencontre avec Pomerien et Osiris, Hugo n'a pas quitté son côté à cause de son émerveillement pour sa petite fille, il ne pouvait pas tuer Pomerien. Son côté démoniaque commença à apparaître dans ses yeux, frustré par le fait qu'il ait manqué sa chance à cause de l'apparition soudaine d'Osiris. Avec un brusque mouvement de cou, Andromalius reprit son calme. Il savait qu'il restait encore beaucoup de temps avant l'ouverture de la porte, donc il n'y avait pas besoin de se précipiter. Il serait peut-être plus efficace pour lui de tuer Pomerien lorsqu'elle deviendrait encore plus précieuse pour Hugo. Quand ce moment viendrait, Andromalius se demandait comment il allait tuer Pomerien. Il se demande s'il devrait l'empoisonner comme il l'a fait avec la femme de Hugo, Roxana, et faire croire qu'elle est morte d'une maladie, ou s'il devrait utiliser les barbares comme auparavant, comme il l'a fait avec Pénélope. Son côté démoniaque ressortait alors qu'il souriait de manière sinistre, sachant qu'il allait tuer Pomerien de manière plus brutale que les deux précédentes fois. Mais alors qu'il était plongé dans ses pensées, une silhouette familière se tenait devant l'entrée de la grotte, avec son épée fidèle invoquée. Vikir était arrivé, et avec ses yeux de chien de sang remplis de soif de sang, il porta un coup massif avec Belzebub, détruisant la barrière qui protégeait l'entrée de la grotte et attirant l'attention de Seth alors qu'il sentait la barrière se briser. Seth se leva immédiatement de son trône, saisissant son épée, regardant dans la direction de l'entrée de la grotte, réalisant qu'il y avait une fissure dans le piège. Il ne pouvait pas croire que quelqu'un était effectivement entré par la fissure, se demandant exactement qui c'était. Et donc, sortant de l'obscurité de la nuit, Vikir fait son apparition. Il se présente, rappelant à Seth qu'il était venu le visiter, comme promis. Seth était stupéfait de voir Vikir ici, se demandant comment c'était possible. Vikir lui révèle qu'il l'avait suivi jusqu'ici, mais que Seth ne l'avait pas du tout remarqué car il était perdu dans ses pensées. Il dit cela tout en utilisant sa compétence de deuxième emplacement appelée Silent Hill, donnée par le vilain monstre poisson. Seth fut surpris. Il ne pouvait pas croire qu'un simple diplômé de niveau intermédiaire avait fait une fissure dans son piège. Mais ce qui était plus important pour lui, c'était que Vikir l'avait suivi, cela signifiait-il qu'il connaissait sa véritable identité? Alors qu'il balayait la grotte et repérait les nombreux squelettes éparpillés, Vikir se dit que sa visite soudaine devait causer beaucoup de problèmes à Seth, ce qui le fit se demander ce qu'il faisait dans un endroit aussi chaotique. Vikir dit même à Seth qu'il semblait être le démon derrière l'affaire des enfants disparus dans la ville d'Underdog. Cette déclaration fit passer l'expression sombre de Seth à un sourire sinistre sur son visage. Il révéla son aura démoniaque à Vikir, réalisant que ce dernier savait déjà tout, mais était curieux de savoir comment Vikir avait découvert son identité. En comparant l'aura démoniaque de Seth avec sa propre aura de chien de sang, Vikir dit au démon, avec un sourire sinistre à sa manière, qu'il semblait ne pas avoir l'intention de se cacher davantage. Seth commença à s'approcher de Vikir, tenant son épée, il dit à Vikir qu'il n'était pas nécessaire de se cacher, puisqu'il n'y avait personne d'autre ici. Seth ne savait pas d'où Vikir tirait sa confiance pour venir ici seul et les mains vides, mais il comprit que tout irait bien s'il tuait simplement Vikir. Et ainsi,
Le démon fou porte un coup à notre garçon avec son aura démoniaque et son épée. Son attaque semble fonctionner alors qu'il parvient à faire un mouvement complet vers Vikir, faisant sourire le démon. Les yeux de notre garçon étaient sans vie après l'attaque, mais alors quelque chose d'autre se produit, l'épée qu'utilisait Andromalius avait atterri loin de son corps tandis que Vikir était toujours parfaitement indemne, assez en forme pour lui demander pourquoi il riait. Il s'avère que le bras du démon avait été tranché si rapidement et de manière si forte que l'attaque était suffisante pour couper même l'image du manoir en deux. Andromalius s'agenouille immédiatement de douleur en criant tandis que Vikir montre Belzebub. En un seul instant, il avait invoqué sa propre lame et avait tranché le bras d'Andromalius. Le démon se demandait pourquoi Vikir avait sorti une arme et que la douleur qu'il ressentait était comme si son âme avait été coupée, ce qui lui fit réaliser quelle arme utilisait Vikir. Andromalius comprend que c'était Belzebub, l'épée de la gloutonnerie. Il crie à Vikir, lui demandant comment il a pu obtenir le relique du grand roi des mouches, la constellation sacrée du diable ancien. Vikir s'attendait à une telle connaissance de la part des démons car ils en savent vraiment beaucoup quand il s'agit d'eux-mêmes. Mais alors qu'il appelle Seth, il révèle le vrai visage de l'homme devant lui. Vikir savait qu'Andromalius était l'un des 10 démons venus dans le monde humain pour ouvrir la porte vers le monde démoniaque, un membre des 10 corps d'élite. En entendant cela, Andromalius ne peut que crier de choc sur la façon dont Vikir connaissait de telles informations, mais alors qu'il continue de regarder Vikir avec ses yeux démoniaques, il réalise autre chose, l'âme de Vikir et Andromalius se demandent pourquoi son jeune âme sentait le sang de leur peuple, ce qui le fait penser que Vikir est déjà allé en enfer. Avec ses yeux de chien de sang allumés, Vikir peut voir que l'être devant lui est celui qu'il a piégé dans sa vie antérieure. Comme s'il ne suffisait pas de le suivre en pensant qu'il était son sauveur, c'était aussi celui qui a exécuté Vikir à la fin. « Réveille-toi, démon », dit Vikir d'un ton grave, faisant transpirer abondamment Andromalius, comme si Vikir était devenu un démon lui-même. Notre garçon dit au démon, avec un grand sourire, de ne jamais penser qu'il allait mourir confortablement. Merci d'avoir regardé cet épisode de Manga Fury 2. N'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner pour plus de contenu. Votre soutien est crucial pour faire grandir la chaîne. À la prochaine.